Bonjour Thomas Pradeux, alors nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le pavillon Pasteur, il faut quand même le préciser. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, vous êtes philosophe, en particulier philosophe des sciences et de la biologie. Vous avez publié Les limites du soi chez Vrin et aux presses universitaires de Montréal, mais également en anglais, ce qui n'est pas négligeable pour les lecteurs du monde entier. Alors pourquoi nous avons fait appel à vous pour cet entretien ? C'est d'abord parce qu'à la revue Interphase, des élèves à la fois scientifiques et littéraires s'interrogent ensemble en fait, sur leur formation, sur les conditions de leur spécialisation, leur pratique et sur la transversalité ou pas de certains concepts, en essayant de garder la richesse de leurs différents aspects et peut-être leur irréductibilité. Alors, on vous a invité pour vous exprimer sur le concept d'organisme, ce qui nous intéressait particulièrement par la diversité de ces champs d'application, disons apparemment. Ça peut être la technologie, la biologie, pourquoi pas l'organisation sociale. Et justement, on se demandait si on ne risquait pas, par cette grande richesse et diversité de champs, de perdre un peu l'efficace et la richesse de cette notion. On se demandait s'il n'y avait pas là une sorte de risque de la philosophie dite générale. Et donc on a voulu, avec vous et avec votre expertise, en revenir un peu à la biologie, au concept fondateur de la biologie et de la philosophie de la biologie, pour nous éclairer sur le concept d'organisme. Alors, première question que j'aurais aimé vous poser, vous-même avez suivi une formation de biologie lors de vos études. Quel regard rétrospectif vous portez sur cette formation ? Est-ce qu'il y a une certaine persistance de méthodologie, d'une rigueur peut-être, ou au contraire de différents modes de liberté que vous auriez hérité de cette formation ? Alors, j'ai fait de la philosophie d'abord, bien sûr, et ensuite j'ai fait de la biologie directement en niveau master, juste après l'agrégation de philosophie. Et j'ai fait ça dans le cadre de l'école normale supérieure qui permettait ça peut-être mieux que d'autres institutions, et ça a été pour moi, ça m'a apporté beaucoup. En fait, j'ai tendance à penser, et ça rejoint en partie vos questions générales, que tout philosophe doit être généraliste et spécialisé, et que, en ce sens, tout philosophe devrait probablement avoir sa formation générale absolument indispensable et aller suivre une formation différente. La biologie, c'est un exemple, et dans mon cas, ça a été tout de suite assez spécialisé, puisque j'ai tout de suite fait de l'immunologie, virologie, parasitologie, donc j'ai tout de suite été assez spécialisé, ce qui était normal puisque je faisais de la biologie en niveau master. Alors, ce que j'ai tiré de cette expérience, d'une part, ça a été extrêmement enrichissant humainement. Ça, c'est important quand même de le dire. J'ai vraiment été très, très bien accueilli, notamment par Mireille Viguier, qui s'occupait du master de biologie moléculaire à ce moment-là et d'immunologie en particulier. Et puis, ce que j'ai retenu, d'une part, c'est une efficacité du travail en équipe que jusqu'ici, je n'avais pas rencontré en philosophie. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout le temps présent en biologie et qui me semble extrêmement important. Une deuxième chose que j'ai apprise et qui semble un peu paradoxale, c'est la méfiance à l'égard des résultats expérimentaux. C'est-à-dire que quand vous êtes philosophe et que vous regardez une autre discipline sans entrer dans cette discipline, vous croyez ce qu'on vous dit, et en particulier vous croyez ce qui est écrit dans les revues scientifiques, ce qui est normal, surtout quand elles sont prestigieuses. Et en fait, quand vous voyez, disons un peu plus de l'intérieur, comment on met en place ces résultats, comment on bricole ces machines, comment on enlève les points qui ne vont pas dans les courbes, etc., ça donne un petit peu de recul sur comment on produit des résultats scientifiques. Et ça m'a servi vraiment constamment depuis 2002 ou 2003, quand que je commençais à faire des études de biologie. D'accord. Et vous avez eu le temps, vous êtes encore jeune, peut-être à l'échelle d'une carrière, mais est-ce que vous avez eu le temps d'observer vraiment des mutations de la recherche en biologie, certains résultats justement, même avec cette méfiance de Bonalois, certains résultats qui vous ont fait réfléchir, vous ont fait infléchir ou qui ont peut-être confirmé certaines de vos démarches en philosophie ? Oui, alors en fait, ma démarche a quand même souvent été pas inductive au sens philosophique du terme, mais inductive au sens, on va dire, usuel du terme, c'est-à-dire que j'ai beaucoup essayé
d'apprendre de l'immunologie et ensuite d'essayer de voir s'il était possible de s'interroger sur les concepts utilisés par les immunologistes. Ça, c'était vraiment mon point de départ. Et le concept, ou le couple de concepts le plus utilisé en immunologie, c'est soi, non soi. Et évidemment, pour des philosophes, aborder ces termes-là en se disant que ce sont vraiment des termes structurants d'une discipline scientifique qui, par ailleurs, est extrêmement expérimentale. Donc, on est dans un domaine qui semble a priori éloigné de la philosophie. Et en fait, ce sont vraiment les termes qui m'ont intéressé. Sur cette base-là, j'ai essayé de proposer une réflexion conceptuelle sur ces notions et par-delà sur la définition de ce qu'est un organisme. Alors, les résultats scientifiques ont constamment modifié mes suggestions, mes conceptions, etc. En fait, ce que je fais est très très proche de la science. Je suis en dialogue constant avec des immunologistes et une grosse partie de mon activité depuis 12 ans, c'est de lire de la science constamment. Donc ça veut dire que juste pour vous donner un exemple, les travaux récents sur ce qu'on appelle le microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes qui se trouvent présents dans un organisme pluricellulaire comme vous ou moi par exemple, ça ce sont des travaux qui ont complètement explosé en quantité et en qualité depuis environ 10 ans et qui ont montré qu'en fait ces micro-organismes avaient une influence décisive sur l'organisme. Ça c'est quelque chose que j'ai accompagné, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à dire que nous étions constitués d'une grande partie de micro-organismes, c'était en 2004, et ça paraissait un petit peu bizarre. Et moi-même, j'avais peu d'arguments en fait pour le dire avec force. J'avais juste quelques arguments relatifs à ce qu'on appelle la tolérance immunitaire, mais c'était assez faible. Et depuis, et ça a été une grande chance pour moi de voir et d'accompagner dans une certaine mesure ces découvertes où en fait on trouve en fait des publications, plusieurs publications quotidiennes sur cette question. Et moi, ça m'a obligé considérablement à changer mon point de vue, à changer ma définition de l'organisme et à changer les théories ou la théorie que j'ai essayé de proposer pour l'immunologie. Donc en fait, ce rapport, si vous voulez, de regarder la science dans le détail et changer mes concepts, mes théories sur cette science, c'est quelque chose qui se produit tout le temps et je dirais fort heureusement, puisque j'espère, disons, produire un travail susceptible d'intéresser les philosophes, mais aussi les scientifiques. Donc ce travail de redéfinition constante, de remise en question constante sur ces concepts et ces théories, c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour moi. D'accord, donc une chance pour la philosophie, mais du coup aussi potentiellement une ressource pour des scientifiques avec qui peut-être vous avez eu des échanges, des rapports, des discussions, ou est-ce qu'il y a une expérience particulièrement stimulante avec un chercheur ou même, pourquoi pas, des professionnels de la santé Alors effectivement, l'immunologie étant en fait une discipline à la fois fondamentale de la biologie, vraiment fondamentale, qui fait de la recherche fondamentale, et à la fois c'est une discipline qui est l'une des plus importantes pour les recherches médicales. En fait, c'est peut-être celle qui produit le plus in fine de résultats utiles pour la médecine. Un exemple de ça serait par exemple les immunothérapies en cancer, qui en fait sont aujourd'hui utilisées quotidiennement, ou en tout cas qui sont de plus en plus utilisées pour, disons, cette pathologie. Donc, en fait, moi j'ai travaillé avec des scientifiques et des médecins, parfois avec des scientifiques qui étaient aussi des médecins, les deux à la fois. J'ai travaillé vraiment étroitement avec des scientifiques, on parle ensemble, on discute, on écrit ensemble, on écrit des articles ensemble, on écrit des livres ensemble, etc. Donc si vous voulez vous donner une expérience serait difficile, je suis plutôt dans, disons, l'idée que c'est par ce travail vraiment régulier que je peux justement produire quelque chose qui va être pertinent pour les deux champs disciplinaires qui sont les miens, la philosophie et l'immunologie théorique. Mais juste pour vous donner un exemple, là je travaille très souvent avec Éric Vivier qui est directeur du CIML, qui est le centre d'immunologie de Marseille-Lumini, qui est un des plus gros centres d'immunologie en Europe. Et c'est vrai que notre rencontre a été vraiment très 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 fructueuse parce que je travaillais depuis plusieurs années sur une théorie de la discontinuité, mais peu importe les détails. Et lui, quand il est tombé sur ça, il s'est rendu compte que c'est à peu près ça qu'il pensait depuis longtemps, même si c'était avec d'autres arguments. Et donc on a mis en commun nos points de vue. Et je ne sais pas ce que je lui ai apporté, mais c'est sûr qu'il m'a énormément apporté. Donc ça a été vraiment un moment pour moi très très important. Et inversement, quel regard vous porteriez sur votre, entre guillemets, votre profession officielle, sur la philosophie dite générale, telle qu'elle s'enseigne, ou même, pourquoi pas, telle qu'elle peut s'exprimer publiquement dans les médias? On sait qu'il y a parfois un décalage entre les philosophes qui ont une certaine audience et peut-être les chercheurs en philosophie. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y aurait certaines insuffisances ou au contraire peut-être une légitimité
grâce à plus ou moins de liberté spéculative ou, voilà, quel regard vous... Effectivement, c'est une question cruciale et assez immense. Je dirais que la philosophie générale est absolument indispensable dans la formation des philosophes et elle doit le rester dans leur travail quotidien ensuite. Je pense néanmoins que une bonne partie de la philosophie générale est entachée d'un défaut de contingence de l'argumentation, c'est-à-dire que les philosophes qui pratiquent la philosophie générale ne se demandent pas toujours suffisamment, à mes yeux, si on peut dire le contraire de ce qu'ils disent. Et si on peut le dire, est-ce que c'est aussi valable? Et est-ce que finalement c'est qu'une question d'affirmer un point de vue, de le déployer, qui est le cœur de la philosophie, ou est-ce que c'est de mettre en évidence les étapes d'une argumentation pour éventuellement bien sûr être critiqué, mais pour essayer de convaincre le plus possible? Alors moi, cette conception nécessitante de la philosophie, c'est-à-dire l'idée que la philosophie c'est peut-être la discipline qui est la plus argumentative de toutes, ça c'est quelque chose qui me semble vraiment extrêmement important. Et dans ma formation, c'est quelque chose qui a manqué. C'est-à-dire que je me suis rendu compte très souvent que la philosophie générale et l'histoire de la philosophie sont en fait assez peu argumentatives et ne s'intéressent pas tellement à ces questions. C'est-à-dire que l'idée, c'est plutôt de déployer des thèses ou des opinions. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très délicat. Il est clair que lorsque vous vous confrontez à certains objets du réel, ça peut être une science, ça peut être l'art, si vous faites de l'esthétique, ça peut être les sciences politiques, si vous faites de la philosophie politique. Très souvent, vous êtes amené à davantage construire une argumentation nécessitante, comme je le suggère. C'est-à-dire que je pense que la philosophie générale doit être davantage nécessitante et elle doit davantage être associée à une spécialisation. Philosophie générale, oui, mais toujours associée à un champ de spécialisation. Il n'y a aucune tension entre généralité et spécialisation. Au contraire, il faut évidemment faire les deux. Les spécialistes trop spécialistes ne sont pas bons. Les généralistes n'entrent pas dans les détails, disons, de quelque chose de véritablement pertinent. Mais du coup, je pense qu'il y a cette question de la philosophie générale qui est importante. Et puis il y a votre autre question qui est la représentation de la philosophie, par exemple, dans les médias, qui à mon avis est très très mauvaise. Je pense qu'on est vraiment la science humaine la moins bien représentée dans les médias. C'est-à-dire que je suis très très étonné de voir un petit peu toujours les mêmes personnes qui parlent dans les médias et qui sont finalement relativement éloignées de la philosophie sérieuse, au sens, je ne dis pas du tout, c'est pas un jugement de valeur, c'est très rare que ce soit des chercheurs respectés dans le domaine qui parlent. Je ne dis pas que ça arrive jamais, ça arrive très souvent si vous écoutez certaines émissions, mais ça, très fréquemment, ce sont des gens relativement éloignés du centre de la recherche. Si vous écoutez des historiens, très souvent, ce sont les historiens qui font les livres et les articles qui se retrouvent dans les médias. En philosophie, on a un petit problème sans doute de communication, c'est-à-dire que dès lors qu'on est un petit peu spécialisé, qu'on produit de la recherche, on est considéré comme, disons, non pertinent pour dire ce que les journalistes voudraient qu'on dise. Et ça, bon, c'est un problème que je ne vais certainement pas résoudre à moi tout seul, mais si vous voulez, je voulais juste vous dire, il y a la question de ce que doit faire la philosophie générale, universitaire, etc. Et puis il y a une autre question qui est un petit peu celle de notre image, nous philosophes, oui, dans la société et dans les médias. Voilà, moi je vous posais cette question, notamment à vous en tant que philosophe, disons des sciences, mais comme vous l'avez dit, peut-être qu'il n'y a pas en fait de réelle rupture entre une spécialisation et une généralité, au contraire. Et du coup, j'avais une autre question, mais qui peut-être finalement n'a pas de sens, mais que quand même je vous demande peut-être de préciser si elle en a. C'est comment vous vous définiriez? Est-ce que vous diriez philosophe en général? C'est-à-dire que même à partir d'une spécialité, vous pourriez proposer en effet un certain nombre de concepts assez généraux, ou philosophe des sciences, ou peut-être philosophe de la biologie, ou de l'immunologie. Encore une fois, là, ce n'est pas pour vous fixer dans une spécialité ou dans une généralité comme si elle s'opposait, mais pour voir un peu comment vous concevez quand même la dynamique de votre travail. Je pense que c'est une question en fait tout à fait pertinente. Simplement, comme vous pouvez vous y attendre, ma réponse ce serait les quatre, c'est-à-dire philosophe des sciences, philosophe de la biologie et philosophe de l'immunologie. Et je vois vraiment ça comme des poupées russes, on pourrait dire. Et je pense vraiment que ça va ensemble. C'est-à-dire que mon travail, je crois, relativement précis sur les concepts de l'immunologie, ce que ça veut dire soit non soit en immunologie, ce que ça veut dire la tolérance, etc. Je m'en sers pour mieux définir, en tout cas je l'espère, la notion d'individu, ce qui est vraiment une question métaphysique et philosophique extrêmement générale. Je ne dis pas du tout que j'y parviens, je dis que c'est mon objectif. Et du coup, vous voyez bien comment, pour moi, la spécialité est toujours mise au service de la généralité. Et je n'imaginerais pas de m'interroger sur une science donnée sans
avoir toujours à l'esprit que je vais finalement servir mon questionnement premier, qui était un questionnement en fait assez général. Alors justement, sur cette question de l'individuation, sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, j'avais quelques questions à vous poser qui ne ressortent pas directement de la biologie, mais qui concernent des domaines où on utilise le terme d'organisme pour désigner des unités, ou plutôt peut-être pour constituer des unités qui n'en sont pas, c'est peut-être toute la question. Et à commencer peut-être par la technologie, où on peut se demander si, même si peut-être un modèle mécaniste du vivant n'est plus utilisé aujourd'hui, on ne pense plus les animaux ou les vivants comme des machines. Inversement, on peut se demander si peut-être le perfectionnement technologique, le fait que certains objets soient de plus en plus polyvalents, peuvent s'autoréguler, soient de plus en plus autosuffisants, jusque même à la perspective peut-être ultime et impossible du robot, on peut se demander si on ne peut pas de nouveau parler d'un modèle organique, mais cette fois pour les objets technologiques. Alors, la première chose que je dois vous dire, c'est que mon approche sur ces questions, c'est d'abord une approche de méfiance. Ça ne veut pas du tout dire que cette méfiance doit persister. Simplement, dans mon travail, j'ai essayé de dissoudre certaines métaphores. J'ai essayé de montrer que très souvent, le fait de penser métaphoriquement était problématique pour une science, pour la philosophie s'inspirant d'une science, etc. Et en particulier, la notion d'organisme, qui est bien sûr, comme vous l'avez tout à fait justement souligné, liée à celle d'unité, à celle d'organisation, sont effectivement des notions que l'on peut retrouver dans différents champs. Et ce que vous venez de mentionner, par exemple, a été très très souvent dit depuis les années 60 et 70, notamment avec la cybernétique. On s'est beaucoup posé la question de savoir si des objets techniques pouvaient être des organismes et réciproquement. Donc première réponse, méfiance. Deuxième réponse, pourquoi pas. Mais en fait, il faut toujours se demander à quoi servent nos métaphores. Je vais prendre l'exemple du mécanisme dont vous avez parlé, vraiment au sens des organismes machines. Pour moi, ça a été extrêmement utile. C'est-à-dire que c'est une métaphore qui, à l'épreuve, est relativement faible. Personne ne peut véritablement croire que les organismes sont des machines. Je doute même que Descartes l'ait cru. Si vous regardez vraiment les passions de l'âme dans le détail, on est quand même assez loin d'un modèle mécaniste qui persisterait vraiment totalement. Néanmoins, pourquoi ça a été utile ? C'est que ça a contribué, à un moment donné, à employer une méthode analytique, on pourrait dire même réductionniste, en biologie, qui en fait a eu au départ des résultats assez faibles, il faut le dire. La biologie de Descartes n'est peut-être pas le meilleur aspect de sa pensée. Néanmoins, ça a contribué, avec toute une série d'autres processus qui se déroulaient, tout ce qui était véritablement les dissections, etc. Tout ça, ça a beaucoup aidé. Mais en fait, ça a été à un moment donné utile pour la biologie d'être réductionniste. Et à mon avis, c'est très utile qu'elle ne le soit plus autant aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que la biologie doit être réductionniste. J'ai dit juste que ça lui a, à mon avis, été utile à un moment donné et que le modèle mécaniste a été utile à ça. L'idée de rouage, l'idée de ceci agit sur cela, et c'est ça qu'on va regarder. À mon avis, ça a été extrêmement important. Alors, inversement, là, ce n'est peut-être pas un transfert de modèle, ou du moins pas sur le même mode, mais la bio-ingénierie, c'est-à-dire, disons, l'ensemble des méthodes qui consistent à s'inspirer du vivant pour créer des technologies, est en fait peut-être un biais pour reconsidérer le caractère artificiel de nos technologies, ou alors ça inviterait à bien comprendre ce qu'on entend par artificiel. Est-ce que finalement, quand on s'inspire des vivants ou des organismes pour construire des objets techniques, on n'est pas nous-mêmes en train de prolonger notre propre organisme ou de le médiatiser peut-être dans ces technologies? Alors, il me semble qu'on peut de plus en plus fabriquer des prolongements de l'organisme, et c'est extrêmement intéressant. Et dans ma conception de l'organisme, l'idée, par exemple, qu'une prothèse puisse être véritablement une partie de l'organisme et une partie fonctionnelle de l'organisme, c'est quelque chose de parfaitement acceptable. Je pense, en revanche, qu'on crée davantage des parties artificielles de l'organisme qu'on ne créerait des organismes. Et ce n'est pas parce qu'on s'inspire du vivant qu'on fabrique des organismes. En particulier, mais là aussi, vous allez trouver que je suis trop méfiant, mais l'idée de comparer des organismes et des artefacts, c'est bien sûr une très très vieille idée. Elle a été absolument cruciale pour Darwin, elle a été cruciale dans la manière dont il s'est inspiré de la théologie naturelle de William Paley.
Le problème, c'est que ça conduit à toutes sortes de mésinterprétations, ça conduit à toutes sortes de problèmes. J'aurais tendance à être relativement prudent sur l'idée de comprendre des organismes comme des artefacts et de comprendre des artefacts comme des organismes. Pour une raison toute simple, c'est que dans le cas des artefacts, on voit bien quel est le créateur, on voit bien quelle est l'idée du créateur. Dans le cas des organismes, si vous commencez à penser comme ça, eh bien, ça crée toutes sortes de problèmes. Soit vous êtes dans la théologie naturelle et vous dites, c'est évident qu'il a fallu un Dieu créateur pour créer une machine aussi incroyablement plus complexe qu'une horloge, par exemple un organisme. Le plan. Exactement, enfin le plan et voilà et le fabricant et l'architecte et le designer, etc., etc. Soit vous êtes comme Darwin et puis avec douleur vous remplacez ce Dieu par la sélection naturelle qui agirait de cette manière-là. Néanmoins, vous voyez, ce sont des métaphores ou en tout cas des rapprochements qui en fait ont conduit à beaucoup de difficultés dans l'histoire de la pensée et je pense qu'on gagne plutôt à se méfier de ça. Donc par exemple, est-ce qu'actuellement on peut fabriquer quelque chose qui ressemble à un organisme du point de vue... Non, on peut simplement contribuer au dialogue entre biologie et technique. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire quand vous voyez que des chauves-souris ont un système d'écolocation qui est plus complexe que celui qu'on a été capable de fabriquer, et en fait on s'en est rendu compte que lorsque nous, on avait commencé à fabriquer des systèmes de sonar, des systèmes de radar, ça c'est très intéressant. C'est de voir les allers-retours et les inspirations sont très bonnes. C'est juste que l'idée qu'on va fabriquer des organismes, alors il y a deux sens de ça, mais l'idée qu'on va fabriquer des organismes par la technique, ce qui est différent de la question de savoir si on peut fabriquer des organismes minimaux, des bactéries, etc., qui est une autre question de la biologie synthétique, toutes ces questions sont intéressantes, mais je dirais qu'on est assez loin pour l'instant de fabriquer des organismes, et que ce n'est pas forcément la question ce serait plus de savoir comment prolonger l'organisme, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur les prothèses par exemple, ou toutes sortes de modifications de nos corps qui sont pour le coup, en fait, qui sont déjà tout à fait présentes dans nos sociétés, qui vont sans doute l'être plus encore dans les années à venir. Alors justement, une autre expression peut-être de l'organisme dans nos sociétés, expression ou alors usage du terme, ou alors peut-être volonté d'unifier une société par l'usage de ce terme, c'est cette question de l'individuation et de l'individuation sociale ou groupale ou même politique. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler d'organisme et d'un individu politique, comme par exemple il arrive qu'on parle de la France ou de l'Allemagne, même pourquoi pas de l'Europe. Et cette tradition de rapprochement de l'idée d'organisme et de société est ancienne. Il y a un modèle physiologique de la politique. Et j'aimerais savoir, vous, quel regard vous portez sur ce modèle, disons, ces conditions peut-être de validité ou en tout cas de pertinence et aussi même ses limites. Alors, je pense qu'il faut se souvenir qu'il y a une notion très très large d'individu qui est que va compter comme un individu une chose que l'on va définir comme une, décrire comme une et compter comme une. De ce point de vue-là, compter les nations qui sont représentées aux Nations Unies, compter les nations qui sont constitutives de l'Europe, etc., n'est pas problématique. Et en ce sens, c'est une forme d'individuation minimale, mais tout à fait respectable, et qui en fait est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire de compter comme une nation ? C'est pas du tout trivial, dès lors que vous avez des revendications d'indépendance, etc., ce qui est tout le temps le cas, ou des volontés d'unification, ce qui est aussi tout le temps le cas. Donc en fait, ces questions d'individuation sont très importantes, mais ce sont des critères sociopolitiques d'individuation qui vont compter. Là, votre question est en fait celle de savoir si on pourrait rapprocher, s'il est possible de rapprocher des critères d'individuation biologique, des critères d'individuation, par exemple pour des nations, pour des peuples ou des associations de plusieurs nations. Et sur ça, encore une fois, je serais très méfiant. Il y a une longue tradition. Je pense qu'il faut être méfiant, notamment parce que c'est une longue tradition. On trouve ça évidemment dans la République de Platon et dans d'autres textes de Platon. On trouve ça jusqu'à nos jours. Faut quand même noter que bien souvent ça a été associé à des conceptions politiques, des conceptions sociales qui sont qui existent tout à fait, mais qui sont globalement conservatrices, parfois racistes. C'est arrivé relativement souvent que l'organicisme dans ses formes soit raciste, soit unificateur, avec l'idée que en fait, par exemple,
De la même manière qu'un organisme ne pourrait pas tolérer tout et n'importe quoi, une société ne peut pas tolérer tout et n'importe quoi. Et en particulier, vous voyez venir, et vous savez très bien, s'il y a trop d'individus étrangers, ça va dissoudre l'unité de... Bon, conceptuellement et politiquement, je me méfie de ce genre d'idées et je pense qu'on a très souvent beaucoup à perdre dans les transferts conceptuels. Et ça, c'est vraiment un transfert conceptuel. Qu'est-ce qui peut faire qu'une société va être considérée comme un organisme ? Platon va très loin dans l'idée qu'il y aurait justement la possibilité d'avoir des gens qui commandent, des gens qui obéissent, etc. Oui. Est-ce qu'on veut maintenir ce genre de métaphore et qu'est-ce qui les soutient ? C'est-à-dire que moi, je demande toujours aux gens qui suggèrent ça, pourquoi ? En vue de quoi ? Qu'est-ce que ça va nous apporter ? Et une des difficultés, c'est que si vous regardez par exemple la manière qu'a Rousseau de parler de corps social, qui est en fait une certaine forme d'organicisme, on est très 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 éloigné d'une conception à la Hobbes par exemple, on est très éloigné d'autres conceptions qui ont été proposées dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'une des difficultés, il me semble, de ces approches métaphoriques, c'est que, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez dire A et non A, vous pouvez dire une chose et son contraire, vous pouvez utiliser la métaphore dans un sens ou dans un autre. Et je ne suis pas sûr que ça nous apporte beaucoup. Alors, il y a une chose, cependant, qui me semble intéressante, c'est quand on se dit dans quelle mesure il y a des rapprochements précis qu'on peut regarder dans le détail et qu'on peut éventuellement scientifiquement analyser, qui vont permettre, par exemple, de dire il se passe quelque chose de similaire dans un groupe et dans un organisme. Et ça, en fait, il y a des travaux très intéressants sur ça en biologie de l'évolution. Donc, vous avez un grand questionnement en biologie de l'évolution qui était de savoir comment vous pouvez constituer un groupe et qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'avoir un groupe qui évolue. C'est une question qui s'est posée en particulier pour les êtres humains et pour d'autres êtres dits sociaux, comme par exemple les insectes sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire de compter comme une fourmilière ou une termitière, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire pour un groupe d'évoluer comme un groupe ? C'est assez concret ce que je vous dis, même si ça a l'air abstrait. C'est par exemple Darwin se pose la question de savoir s'il est possible qu'il y ait une sélection de groupes qui joue au niveau des groupes humains. Est-ce qu'il est possible que l'altruisme ait été sélectionné chez les êtres humains ? Oui, peut-être, nous dit Darwin, si jamais les groupes altruistes l'emportaient dans leur chance de survie et de reproduction sur les groupes non altruistes. Le problème, c'est de savoir comment ça peut arriver. Comment il est possible qu'un groupe altruiste naisse, étant donné que si les autres sont altruistes, mon intérêt premier, c'est de ne pas l'être et d'avoir les bénéfices de l'altruisme des autres sans moi-même participer. Ça, en fait, c'est une interrogation qui a été d'abord réservée à questions principalement sur les insectes sociaux et sur les êtres humains, donc notamment dans la très controversée sociobiologie qui a aussi pratiqué une forme d'organicisme. Mais en fait, depuis 20 ans, cette question a été complètement généralisée. Des modèles dits de modèles de coopération ont été appliqués, par exemple, à la question de savoir pourquoi à un moment donné, et comment ça s'est fait, des cellules qui étaient des cellules isolées se sont associées en un être multicellulaire. Comment ça a été possible ? Et comment est-ce que cet être multicellulaire a pu se maintenir ? Alors, tous ces travaux sur la coopération sont des travaux d'évolution, à mon avis, très intéressants. Ce sont des travaux qui font le genre de transversalité dont vous parlez, puisqu'en fait, ils vont utiliser le même genre de modèle pour penser l'émergence d'un groupe, pour penser l'émergence d'un groupe de cellules qui se trouve être un organisme pluricellulaire. Mais comme vous le voyez, c'est dans un cadre très précis. C'est avec l'idée qu'on explicite les concepts qu'on utilise, on explicite les théories qu'on utilise, et vous pouvez à chaque étape dire « Ah non, mais là, ça ne me va pas, vous ne pouvez pas appliquer ce terme à tel exemple, etc. » Et donc, c'est quelque chose, je dirais, de beaucoup plus fécond, de beaucoup plus contrôlé que l'organicisme général. Ça consiste vraiment à se demander si une théorie et des concepts appliqués dans un champ peuvent en fait être généralisés. L'idée étant que la coopération humaine ne serait qu'un sous-exemple, finalement assez ridicule statistiquement, même s'il est fondamental pour nous, de la coopération biologique en général. Et l'idée étant qu'on se serait trop concentré sur la compétition en biologie, alors qu'en fait, il faut penser également la coopération. Donc, merci beaucoup pour cette réponse. Et peut-être que finalement, il y a un raccourci qui s'est fait via la notion plus neutre de système. C'est-à-dire que peut-être on a pensé que comme il y avait des systèmes économiques, des systèmes politiques, ce qui était aussi une manière de les modéliser, de mieux les comprendre, on s'est dit il y a probablement des systèmes biologiques qui auraient un rapport d'analogie. Et est-ce que vous pouvez nous parler quand même de la notion d'unité systémique ou systématique en biologie pour bien la préciser et pour justement éviter de prévenir les confusions possibles avec ou l'économie ou la politique? Alors la difficulté, c'est que la notion de système est évidemment extrêmement présente en biologie. Elle est présente avec différents sens et c'est très 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 important et difficile d'en préciser les sens. Son énorme avantage, comme vous le soulignez à l'instant,
c'est qu'elle est justement suffisamment générale pour qu'on puisse, par exemple, comprendre qu'elle est applicable à différentes échelles. C'est-à-dire que vous pouvez très bien parler d'un système au sein d'un organisme, vous pouvez parler d'un système digestif, vous pouvez parler du système immunitaire, donc quelque chose qui va être au sein d'un organisme, de même que vous allez pouvoir définir l'organisme comme système, si en fait c'est votre outil pertinent d'analyse, ou vous allez pouvoir regarder par exemple comment les castors et les barrages qu'ils construisent, ça constitue un système. Alors ça c'est très bien parce que c'est une notion qui nous montre très clairement qu'elle est dépendante des intérêts du scientifique ou du philosophe, peu importe, qui est en train de se poser ces questions. Ça, c'est très utile. Alors que la notion d'organisme, c'est une notion qui, certes, peut être considérée comme dépendante de l'observateur et dépendante du scientifique. Néanmoins, elle est porteuse de toute une série de notions, de notions qui y sont associées, qui font qu'à mon avis, dire une société cotée en bourse, c'est un organisme, ou une nation, c'est un organisme, c'est pas du tout la même chose que de dire que c'est un système. Et je préfère de loin qu'on dise que c'est un système et qu'on explicite les critères d'individuation de ce système. Ça rejoint ce que je vous disais initialement. Donc je pense que c'est une notion, la notion de système, qui est délicate parce qu'elle est large, mais elle est très utile précisément parce qu'elle explicite ses conditions d'application à des cas concrets. Voilà, elle oblige à exhiber d'une certaine manière les composantes analytiques du système qu'on étudie, alors que peut-être celle d'organisme invite plutôt à renvoyer tout ça à une complexité extrême. Voilà, et véhicule des idées biologiques qui en fait n'ont pas nécessairement lieu d'être. C'est plus intéressant, il me semble, de se demander quel type de système est une entreprise. On parle souvent d'organisation, on parle même d'organisme public. Qu'est-ce que c'est ? Bon, je préfère qu'effectivement on approche ces questions avec une notion de système plutôt qu'avec une notion d'organisme. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de cette notion et aussi plus largement de votre approche sur la question assez précise de l'immunologie et qui vous a, aidé à penser la question de l'individuation. Et d'abord, j'aurais une première question, c'est pourquoi, en fait, et dans quel cadre théorique on doit lier la question de l'organisation à celle de l'individuation ? C'est-à-dire, pourquoi n'y aurait-il pas, en fait, des éléments qu'on considérait comme individuels au sein d'un même corps ou d'un même corps observable ? Alors effectivement, c'est une question tout à fait légitime. Dans mon approche, l'organisme est une entité qui exprime un très haut degré de ce que j'ai appelé une individualité physiologique. Une individualité, puisque comme d'habitude, j'essaie de donner les critères d'individuation associés à une question. Pas juste dire c'est un individu, mais de dire en quel sens ça l'est. Et là, en l'occurrence, ce qui me semble très pertinent dans le cas des organismes, c'est de voir dans quelle mesure les organismes expriment un haut degré d'individualité physiologique. Et une individualité physiologique, c'est en gros une forte codépendance fonctionnelle. Et moi, j'ai essayé d'expliquer qu'un organisme, c'est effectivement quelque chose qui était très intégré fonctionnellement, avec des parties qui sont codépendantes, etc. Mais j'ai essayé de montrer comment faire entrer le système immunitaire là-dedans était extrêmement, me semble-t-il, utile. Parce que le système immunitaire exerce une fonction d'unification du multiple. C'est-à-dire que bien sûr qu'un organisme, c'est toute une série d'entités différentes, mais le système immunitaire donne une très très forte unité à cet ensemble. Et il le fait en constituant ce que j'ai appelé un principe d'inclusion ou d'exclusion, c'est-à-dire que le système immunitaire dit ça va tenir ensemble, et ça va pas tenir ensemble. C'est-à-dire ça, je ne le prends pas dans mon système. Et il ne le fait pas à l'aune d'un critère qui a trop souvent été proposé, qui est de dire est-ce que ça vient du dedans ou est-ce que ça vient du dehors ? Est-ce que c'est étranger ou pas étranger ? Ce n'est pas la question. En fait, le système immunitaire constitue un principe de discrimination entre ce qui tient ensemble et ce qui ne tient pas ensemble, mais ne le fait pas sur la base de l'origine de cette entité. C'est ce qui fait que nous sommes constitués d'un très très grand nombre de bactéries avec lesquelles nous vivons très bien. Donc ça veut dire que dans mon approche, il est absolument clair que il y a plusieurs individus en vous. C'est tout à fait possible. On peut même se poser la question de savoir s'il y a des organismes dans les organismes. Ça, c'est une question plus difficile, plus limitée. Mais si vous voulez l'idée selon laquelle un individu en biologie, c'est très souvent l'unification de plusieurs individus, ça, c'est une idée, à mon avis, fondamentale, qui est exacte et qui rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'un être multicellulaire est fait de ces individus qu'on peut appeler cellules. Simplement, un être multicellulaire qui constitue un organisme a un degré d'individualité, un degré de cohésion que vous n'allez pas trouver nécessairement dans l'ensemble de ses constituants. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui
fait unité à partir d'une pluralité. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que le système immunitaire joue un rôle très important là-dedans. Et donc, par exemple, vous allez pouvoir discriminer dans la nature ce qui a un système immunitaire et ce qui n'en a pas, et ça va vous donner différents degrés d'individualité et différents types d'individualité. C'est pas vrai qu'un groupe a un système immunitaire, même si toutes sortes de questions peuvent se poser sur cet aspect-là. C'est pas vrai que les tissus qui vous composent ont un système immunitaire, alors même qu'en un certain sens, ce sont des individus en vous. Est-ce que les cellules qui vous composent ont un système immunitaire? Ça, en grande partie, la réponse est oui. Et ça m'intéresse beaucoup. C'est que dans mon approche, il y a différentes strates d'organismicité, ou je ne sais pas comment le dire, de niveau d'organisme, d'unité qui constituent en fait des organismes, précisément parce que je constitue cette unité organisme sur la base d'un système immunitaire. Donc dès lors que je repère des systèmes immunitaires, je dis qu'on a affaire à quelque chose comme un organisme. Et donc l'idée de multi-organisme dans un organisme, c'est une idée que je prends très au sérieux. Néanmoins, je pense qu'un organisme tient parce qu'il met de l'ordre dans une diversité, et notamment parce que l'immunité, si vous voulez, au niveau de l'organisme prise comme un tout, l'emporte sur les immunités locales, celles des cellules par exemple. Alors, est-ce que vous seriez prêt à proposer cette recherche qui offre des perspectives quand même assez riches en articulant l'unité et la multiplicité, à la proposer sous la forme d'une ontologie, c'est-à-dire, disons, d'une philosophie des unités essentielles ou comptables ou des individus, et si oui, sous quelle forme, et est-ce que vous continueriez à considérer, vous assumeriez, disons, le caractère local de cette ontologie, même si le fait de constituer une ontologie est déjà une opération philosophique, peut-être théorique, plus ambitieuse. Donc effectivement, un projet qui sous-tend un petit peu tout ce que j'ai essayé de faire, et je suis loin d'être le seul, je pense qu'il y a un projet métaphysique très fort, ou en tout cas très explicite, dans les travaux de biologie et de philosophie de la biologie qui s'intéressent à la question de l'individualité biologique. Moi, j'assume complètement ça, je suis content de faire ça, c'est-à-dire qu'il y ait une dimension ontologique explicite dans mon travail. Et en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est de comprendre comment on peut penser le mobilier du monde, ce qu'on appelle souvent le mobilier du monde, c'est-à-dire de quoi notre monde est fait, ce qui est un aspect très très important bien sûr de l'ontologie générale. Et pour répondre à cette question, il me semble qu'il est très important de bien sûr préciser le domaine dont on parle. Si ce sont les êtres vivants, il faut le préciser, c'est un immense domaine, mais il faut le préciser, et essayer de savoir ce qui compte comme un être vivant. Et ensuite, deuxièmement, il faut utiliser un dialogue avec les sciences pour essayer de répondre à cette question. Et donc mon idée, c'est véritablement de faire une métaphysique des sciences, au sens où la question générale est métaphysique, quel est le mobilier du monde dans le monde du vivant, et les réponses qui y sont apportées sont scientifiques. Donc dans mon cas, et ça rejoint ce que vous disiez sur la localité, mon idée a été de voir dans quelle mesure l'immunologie était générale ou pas générale aux êtres vivants. Ça a été un point décisif de mes recherches, d'essayer de montrer qu'en fait tous les êtres vivants ont un système immunitaire. Ce qui, en fait, d'un point de vue philosophique, n'interroge pas beaucoup, mais en fait, d'un point de vue scientifique, est extrêmement important, puisqu'en fait, jusqu'aux années 80, on pensait qu'une toute petite fraction du vivant avait un système immunitaire, essentiellement les vertébrés supérieurs, comme on disait autrefois. Oui. Et en fait, c'est pas vrai. Et donc, évidemment, par rapport à votre question du caractère relativement extensif ou non de ma conception est extensive parce qu'elle s'applique à tout le vivant. Oui. Elle reste locale néanmoins parce qu'elle est domaine dépendant, comme il ne faudrait pas dire. Elle est domaine dépendante au sens où elle utilise l'immunologie comme le biais par lequel on va comprendre l'individuation biologique. Néanmoins, j'ai essayé constamment d'articuler ce que nous apportait l'immunologie à ce que nous apporte la science beaucoup plus générale de la physiologie, qui dit depuis très longtemps quelles sont les conditions d'individuation d'un organisme, et aussi à ce qu'apportait la théorie de l'évolution, qui en fait, en philosophie de la biologie, a été la discipline la plus utilisée pour essayer de dire ce qui compte comme un individu biologique. Donc en fait, ce que je fais est local par les instruments, mais je dirais est local et interactif. C'est de l'immunologie, mais aussi de l'évolution, mais aussi de la physiologie qui va nous permettre de répondre à cette question. Il va falloir associer ces différentes sciences pour répondre à cette question. J'ai même essayé, comme vous le savez, de dialoguer le plus possible avec des physiciens, non plus pour répondre à la question du mobilier du monde dans le vivant, mais pour voir dans quelle mesure il y avait des rapprochements possibles ou pas possibles entre différentes manières d'individuer dans différentes sciences. Oui. Donc, mon approche est locale, mais elle est toujours interactive.
Et la question générale, comme vous l'avez tout à fait justement rappelé, est extrêmement générale. La question de métaphysique d'ensemble est extrêmement générale. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire plus justement sur ce travail avec des physiciens, un philosophe en particulier qui va aboutir à un ouvrage? Alors, donc, je travaille très étroitement depuis plusieurs années avec un physicien qui est devenu philosophe de la physique, qui s'appelle Alexandre Gay, qui est à Louvain, enfin qui est maintenant à Louvain, et notre idée, ça a été d'essayer de décloisonner philosophie de la biologie et philosophie de la physique, parce que, et ceci rejoint ce que nous disions en commençant, la tendance à la spécialisation est telle que bien des gens ne se parlent plus. C'est-à-dire que c'est très très difficile de se parler entre sous-spécialités de philosophie des sciences. Notre idée, c'était de lutter contre ça. Et une des notions, et c'est pas très surprenant, qui se retrouve en biologie et en physique, et en philosophie de la biologie et en philosophie de la physique, c'est celle d'individus, d'unités, de particules, etc. La question est hautement problématique en physique. Beaucoup de gens pensent qu'il faut se débarrasser de la notion d'individu, d'unité en physique. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air, puisque parfois, il recrée des unités à d'autres niveaux. Par exemple, quand on dit qu'on va avoir une unité à la fois au niveau des particules et au niveau des champs. La plupart des physiciens diraient ça aujourd'hui. Donc en fait, nous, on a voulu essayer de comprendre comment, disons, les critères pour dire ce qu'était un individu fonctionner en biologie et en physique. Est-ce qu'il fonctionne de la même manière ou pas? Et donc, on a essayé de procéder à cette espèce de diagnostic. Alors, le livre dont vous parlez, c'est en fait un ouvrage collectif. Donc, nous avons rassemblé des textes donc, ça s'appelle Les individus à travers les sciences. Ça paraîtra en anglais, mais bon, voilà, c'est toujours la question. Oui, peut-être un jour en français. Peut-être un jour en français, on verra. Mais on a véritablement rassemblé différents points de vue sur cette question, y compris d'ailleurs des approches qui touchent aux sciences sociales, même si nous sommes beaucoup concentrés sur les aspects biologiques et physiques, pour essayer de montrer par exemple quels sont les constituants de la notion d'individualité qu'on va plus retrouver en biologie et plus retrouver en physique et essayer de l'expliquer. Donc, juste un exemple, la question de la discernabilité des unités est véritablement une question cruciale en physique. C'est vraiment la question principale. Elle est beaucoup moins importante en biologie. La question de la persistance à travers le temps et comment suivre une persistance à travers le temps est absolument cruciale en biologie. C'est pas qu'elle soit pas cruciale en physique, mais c'est que très souvent les physiciens ont lâché l'affaire sur cette question, c'est-à-dire que véritablement l'idée de suivre une persistance pendant très longtemps et pas un objet qui serait persistant à travers le temps et pas en tout cas dans certains domaines de la physique n'est pas considéré comme pertinent. Donc si vous voulez, c'est vraiment un travail pour l'instant qui est préparatoire. On espère faire mieux petit à petit, mais pour l'instant c'est très difficile de faire se rencontrer comme ça des traditions, des questionnements. Et on a essayé, donc en particulier dans le chapitre qu'on a écrit avec Alexandre Gay et dans notre introduction, de donner un petit peu de relief à cette question de rapprochement entre physique et biologie sur cette question de l'individu. Oui, nous, on pense que c'est un très très bel idéal, et enfin c'est plus qu'un idéal, c'est peut-être même un objectif, et qu'à notre échelle dans la revue, on n'en est encore qu'à se questionner sur les conditions de possibilité de cet objectif. Et dans cette optique, il y avait une question qu'on voulait vous poser aussi, c'est comment ont réagi les scientifiques que vous connaissez ou même que vous ne connaissiez pas à votre proposition, en particulier sur l'immunologie, mais peut-être en général à votre travail. Alors c'est évidemment un enjeu majeur pour moi parce que à partir du moment où vous décidez de travailler avec des scientifiques, de publier dans des revues scientifiques, l'objectif explicite a toujours été d'intéresser les scientifiques. Pas pour simplement se faire plaisir, mais parce que véritablement j'ai toujours eu ce souci d'essayer d'apporter une contribution à la philosophie et d'essayer d'apporter une contribution à la science. Alors évidemment, dit comme ça paraît complètement excessif, mais plus exactement, l'idée, ça a été effectivement d'établir toujours ce dialogue. Donc je suis évidemment très attentif à, disons, au retour que je peux avoir sur mon travail à ce niveau-là. Alors évidemment, c'est complexe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je coécris avec des scientifiques, ce sont des réactions à notre travail en commun, ce ne sont pas juste des réactions à mon travail. Alors dans l'ensemble, les réactions sont bonnes, elles sont utiles pour moi, au sens où beaucoup m'écrivent en me disant il y a tel point qui est vraiment passionnant, dont je me sers pour mes travaux, il y a tel point, je pense que c'est totalement faux, voilà pourquoi. Donc ça, pour moi, c'est évidemment extrêmement utile, parce que ça renvoie un petit peu à la précision dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'impression de dire quelque chose qui va être critiquable sur tel ou tel point est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Donc par exemple,
mes travaux ont été utilisés beaucoup, un peu, par des spécialistes du cancer, puisque une des choses que je dis, c'est que les réponses immunitaires sont déclenchées par des modifications rapides et soudaines des molécules qui se trouvent dans l'organisme, peu importe le détail, mais ça, Oui. je le pensais comme quelque chose qui était susceptible d'expliquer les réponses immunitaires au cancer. Et donc, par exemple, il y a un an ou deux, je ne sais plus, dans une revue prestigieuse de cancérologie, mes points de vue, mes théories étaient discutées, positivement et négativement, dans l'ensemble positivement, mais l'idée était aussi de voir que dans certains cas, les tumeurs éventuellement ne se comportent pas comme le proposait ma théorie et ma conception. Donc c'est ça vraiment moi qui m'intéresse, parce que du coup ensuite je peux discuter avec ces gens, essayer de voir comment améliorer ce que j'ai à proposer, et c'est vraiment ça la démarche, c'est de travailler en coopération avec des scientifiques et d'être extrêmement réactif à leurs encouragements, mais surtout à leurs critiques, sachant que si vous pensez en tant que philosophe, dire aux scientifiques ce qu'ils pensent, ça ne peut pas marcher. Il faut et c'est normal que ça ne puisse pas marcher. Il faut toujours évidemment être ouvert, en particulier être ouvert à leurs critiques, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Merci. En tout cas, oui, je pense que c'est vraiment une règle à suivre pour les philosophes, assez nécessaire. Un peu pour conclure, est-ce que vous avez des projets dont vous pourriez nous parler, ou même si vous n'avez pas de projet précis, en tout cas d'ambition, disons, à moyen terme ou long terme? Alors j'ai un projet qui est à la fois scientifiquement un tout petit peu complexe à expliquer, mais qui est d'une manière générale facile à expliquer. C'est que je souhaite travailler à un rapprochement entre des questions relatives au développement, à ce qu'on appelle souvent la biologie du développement, et l'immunologie. Et en fait, je pense que les distinctions disciplinaires sont très utiles dans certains cas et elles sont problématiques dans d'autres cas. Je pense de plus en plus que le système immunitaire, c'est en fait un système qui contribue de manière quotidienne à la réparation des organismes. Et je pense que les réponses immunitaires à des bactéries, à des virus, c'est juste une sous-partie de ça. Et en ce sens, je pense que le système immunitaire est impliqué dans ce qu'on appelle habituellement le développement, donc dans ce qui fait que vous passez d'un embryon à un organisme enfant puis adulte, et on sait en fait que le système immunitaire est impliqué là-dedans. Et je pense par ailleurs que en fait, l'organisme fait du développement toute sa vie. Simplement, il se construit toute sa vie, il se reconstruit toute sa vie, il se répare toute sa vie. Et en ce moment, j'essaie de réfléchir à ça. J'essaie de réfléchir à la manière, et je développe un programme de recherche pour ça, à la manière dont le système immunitaire est impliqué dans ce travail de fabrication continue, de création continuée. Je ne sais pas comment il faudrait dire ça sans être excessivement bergsonien, mais si vous voulez, l'idée de quelque chose qui s'auto-fabrique constamment et qui se répare, ça c'est quelque chose qui à mon avis est très important, et j'essaie de faire en sorte d'établir un dialogue entre biologie du développement et immunologie, et je peux vous dire que c'est pas facile parce que ces gens ne se parlent pas. Oui. Dans la plupart des cas, ces gens ne se parlent pas, ils sont très spécialisés et ils regardent pas trop ce que font les autres, et simplement essayer d'opérer ce rapprochement, c'est vraiment quelque chose qui va me prendre du temps et sur lequel je suis en train de travailler. D'accord. Et est-ce que vous avez des moments privilégiés dans votre travail, par exemple des rencontres à l'étranger avec peut-être des scientifiques qui sont d'une culture scientifique ou intellectuelle différente, ou des moments de vulgarisation, ou peut-être des collaborations avec des professionnels, ou est-ce que vous avez comme ça des moments de vous voudriez parler, peut-être que vous êtes globalement heureux ou malheureux, mais je peux quand même vous dire les points sur lesquels, disons, j'ai l'impression que on s'épanouit le plus, en tout cas je m'épanouis le plus dans mon travail. C'est clair que enseigner, et en particulier enseigner en master, comme je l'ai fait beaucoup ces derniers temps, notamment enseigner la philosophie de la biologie avec à peu près une moitié de biologistes et une moitié de philosophes, ce que j'ai pu faire dans le cadre de mon université Paris-Sorbonne, parce qu'il y a une collaboration avec l'UPMC. Donc ce public mixte, pour moi, ça a été extrêmement fécond, parler et enseigner à des biologistes et en même temps à des philosophes, et faire en sorte que personne ne soit perdu, parce qu'il faut à la fois parler de métaphysique, vous voyez les biologistes qui ouvrent de grands yeux, et puis parler de choses assez précises, de génétique ou d'immunologie, et il faut faire en sorte que les philosophes restent avec vous. Ça a été pour moi à la fois un défi et vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Et ensuite, c'est clair que j'ai eu des moments d'immense
d'immense joie quand j'étais à l'université de Harvard, donc c'était en 2003-2004. C'est pas le seul moment, mais ça a été un moment important. J'ai rencontré en particulier Richard Lewontin, qui est donc un très grand généticien des populations, qui s'intéresse beaucoup à la philosophie de la biologie. Et la rencontre avec lui, avec des philosophes de la biologie comme Peter Godfrey Smith par exemple, ça a été vraiment pour moi des moments où, si vous voulez, tout d'un coup vous vous rendez compte que des gens ont déjà pensé à peu près tout ce que vous avez pensé, mais davantage ont déjà intégré tout ça dans une vision conceptuelle d'ensemble. Et donc évidemment, par exemple, Richard Lewontin m'a énormément apporté pour mettre de l'ordre dans ma pensée. Et très souvent, quand je travaille aujourd'hui encore sur des choses relativement précises, je garde à l'esprit à la fois ma formation de philosophe généraliste et puis cette idée que j'ai rencontré des gens qui effectivement étaient des gens qui pensaient de très haut ces questions-là et ça me sert vraiment beaucoup. Bon merci beaucoup en tout cas. On espère que cet enregistrement et la retranscription serviront autant à des scientifiques qu'à des philosophes. Je ne pense pas qu'il y aura de mots qui fâchent comme métaphysique, on a quand même expliqué. Et en tout cas, on était très très heureux de vous accueillir dans le pavillon Pasteur qui a sa longue histoire et on espère aussi un futur. Voilà. Merci. Merci à vous.